Bienvenue dans Design Matière Essence, le podcast qui explore l'aura unique du design, des matières fascinantes et des sens qui les subliment. Je m'appelle Claire Kinelato, designer produit industriel et luxe et directrice artistique basée en Corse. À travers ce podcast, je vous invite, designers et âmes créatives, à éveiller votre curiosité et à découvrir des créations et thématiques passionnantes. Ensemble, regardons le monde sous un nouvel œil, celui du design global. C'est parti. Le design. Aujourd'hui, il faut dire que l'on a tendance à l'entendre à toutes les sauces. Chose qui m'exaspère car quand j'entends waouh, j'adore cette lampe, elle est trop design. C'est un style super design. On va faire une pub design. Moi, j'entends waouh, j'adore ce croissant, il est super boulanger. Pas très français, on est d'accord. Devenu un véritable mot poubelle, le design est bien loin d'être un adjectif qualificatif du beau et il est encore moins le synonyme de cher mais stylé. Je vous donnerai un très bon exemple par la suite à ce sujet. Il est donc essentiel pour moi de vous partager à travers ce podcast une définition globale de ce domaine si vaste, si utile et si particulier qu'est le design. Mais alors, que veut dire le mot design? Design provient du latin designare, qui veut dire indiquer, dessiner, et qu'on retrouve également en italien avec disegno. Le design est la contraction de dessin, IN, et dessin avec la terminaison en EIN. Ces homophones abordent l'action de dessiner, représenter et la notion de schéma de pensée, de projet. Le design est un processus intellectuel créatif qui vise à répondre à un besoin ou une problématique pour des usagers en concevant et en développant des espaces, des produits, des services et des expériences utilisateurs tout en tenant compte de leur quotidien, de leurs usages ainsi que de plusieurs critères culturels, environnementaux, économiques, techniques, humains, spatials, etc. C'est ce que l'on appelle plus communément un cahier des charges. Pour vous citer quelques exemples concrets de problématiques type chez les entreprises ou espaces publics qui peuvent faire appel à du design, je pense notamment à comment repenser le packaging de mon produit pour faciliter son transport. Quelle identité de marque pour retranscrire mon univers et optimiser l'image de ma société? Quelle école proposer aux primaires pour améliorer leur apprentissage et stimuler leur autonomie? Comment valoriser ces prochaines conférences de manière singulière pour un jeune public? Ou bien encore, comment repenser ma ville pour 2050? Vous l'aurez compris, le design peut être dans tous les domaines et toucher à des sujets spécifiques comme à des problématiques particulièrement complexes. C'est une approche de fond avant une pratique de forme. Le design implique l'empathie et l'éthique pour mieux comprendre les utilisateurs et agir de manière responsable et respectueuse. Il regroupe l'ensemble des savoirs nécessaires au projet en formant une toile d'expertise sensible, technique et pratique sur mesure. En gros, on parle d'une approche 360 qui consolide diverses idées pour formaliser la solution idéale. Comprendre le travail d'un designer, c'est plonger dans un processus passionnant qui combine analyse, créativité et rigueur. Contrairement à l'image parfois simpliste d'un créateur d'objets qui claque, le design est une méthode structurée. Que ce soit pour concevoir un produit, améliorer un service ou transformer un espace, chaque projet suit des étapes clés où les tests et retours des usagers jouent un rôle essentiel. Difficile pour moi de vous résumer le design en un seul podcast. Dans cet épisode, je vais donc vous parler d'une méthode classique d'un designer pour mener à bien ses projets, puis je vous présenterai 6 atouts majeurs que l'on retrouve dans le domaine du design. Découvrons ensemble ce parcours méthodique, adaptable selon chaque sujet et besoin. En première étape,
On passe par la phase d'analyse et de compréhension. C'est une phase d'immersion. Le designer commence par analyser la problématique et les besoins des usagers et de l'entreprise. Cela inclut des entretiens, des observations ou des études pour comprendre le contexte, les attentes et les contraintes du projet. Pour la deuxième phase, on arrive à l'étape d'idéation et de recherche de concept. Une phase créative où le designer explore des idées variées et où les concepts sont souvent partagés avec les parties prenantes et testés auprès des usagers pour recueillir les retours. Il faut dire que les phases de test et d'itération sont des points cruciaux dans le design car ils permettent aux designers et aux entreprises de s'assurer que la solution finale est bien adaptée aux usagers et au public concerné. Pour la troisième phase, nous allons partir cette fois-ci sur le développement de la solution. L'idée retenue est peaufinée et développée en détail par le designer. Cette étape peut inclure la création de prototypes ou de maquettes pour simuler l'expérience ou l'utilisation. Là encore, on fera plusieurs allers-retours, tests usagers pour s'assurer que la solution finale est adéquate. Enfin, dernière étape majeure, le lancement et le déploiement. La solution finalisée est mise en œuvre selon le projet, produit, service, espace, etc. Le designer accompagne parfois cette phase pour s'assurer que la vision est respectée. Ces quatre grandes étapes permettent donc aux designers de mener à bien leur projet et assurent aux entreprises que la réponse apportée à leurs problématiques sera durable, efficace et impactante. Bien sûr, il existe d'autres méthodes dans le domaine du design selon les problématiques, le public et le sujet concerné. Cette approche vous permet déjà tout de même de comprendre plus facilement les pratiques de designer. Il est temps pour moi de vous partager maintenant les 6 atouts majeurs dans le domaine du design. Commençons par le premier. Le design est une pratique visant une approche holistique. Il appréhende les sujets avec une vision globale et c'est un atout majeur pour la cohérence et la durabilité des projets. Environnement, usage, fonction, expérience, esthétique, impact environnemental, le design est un médiateur de savoir qui s'entoure d'un ensemble d'experts pour proposer des solutions abouties et justes. On a souvent tendance à croire que le designer dessine tout seul dans son bureau, imagine des formes futuristes sur un bout de papier, mais en réalité, il a souvent plutôt tendance et même intérêt à valoriser l'intelligence collective. Il travaille régulièrement en équipe et cohabite donc avec des spécialistes dans tous les domaines possibles. Industriels, ethnologues, psychiatres, médecins, ingénieurs, architectes, ouvriers, techniciens, etc. C'est grâce à cette multidisciplinarité que le design puise son sens et sa richesse. Ce que je trouve d'ailleurs formidable, c'est que ce métier nous pousse à nous adapter sans cesse et avec une posture particulièrement candide. Un regard d'ignorant qui dévore le monde et observe tout ce qui l'entoure pour apprendre continuellement. Mais quel trésor! Au-delà de cette approche ouverte, les sujets faisant appel au design ont également un impact plus humain. C'est le deuxième atout de notre épisode. La base du travail d'un designer repose sur une première phase d'analyse approfondie tournée vers l'homme. Vous venez de le voir. Même si entre nous, on peut tout à fait faire du design pour les animaux ou pour l'environnement. Les observations, questionnaires, études terrain et échanges auprès des usagers concernés apportent des informations clés qui assureront la cohérence et viabilité des solutions proposées. On gagne ainsi en confiance, fluidité et en expérience usagée. Par exemple, le stylo Bic, produit ultra léger et passe-partout, a été conçu avec un petit trou dans son capuchon. Un détail insignifiant, me direz-vous, mais qui permet pour autant de prévenir les risques d'étouffement chez les enfants en cas d'absorption. Un design minimaliste, mais réfléchi, qui fait toute la différence. Si vous vous souvenez de l'image du design cher mais stylé, je suis sûre que le stylo Bic à moins d'1 € ne faisait pas vraiment partie de ce que vous aviez en tête. Et pourtant, c'est un super design. Passons maintenant au troisième atout. Et si je vous disais que ce domaine est reconnu pour optimiser les stratégies de projet et d'entreprise? Pas étonnant de voir que les projets les plus durables et impactants sont souvent ceux qui ont invité dès le début le design à leur table. Saviez-vous que Singapour a mis en place en 2003 un conseil du design pour favoriser son développement?
Cette cité-État est d'ailleurs reconnue pour ses smart cities et architectures innovantes. Le gouvernement place le design comme un vecteur d'innovation essentiel depuis plusieurs années et ne cesse de montrer l'exemple sur bien des défis, notamment sur l'inclusion de la population vieillissante et sur son engagement envers le développement durable. Évidemment, il se passe aussi beaucoup de belles choses en France. Je prendrai le temps de vous en parler dans de prochains épisodes. Intégrer le design dans sa stratégie d'entreprise est tout à fait compatible avec la prise en compte de ses usagers à partir du moment où l'on garde bien à l'esprit que le design a pour but d'améliorer ou de faciliter la vie des gens, pas de créer des besoins inutiles ou des produits gadgets. Voilà pourquoi je parlais d'éthique au début de l'épisode. Dans le design, on étudie, entre autres, le positionnement des concurrents, directs et indirects, des sociétés et organismes. Cette approche permet ainsi de prendre du recul sur ces projets et de renforcer les stratégies en interne en fonction des données récoltées. En exemple, l'entreprise IKEA, qui a su surfer avec brio sur l'expertise du design et qui a pris un pas d'avance sur les sociétés voisines. Grâce à son concept façon do-it-yourself, IKEA s'est distingué et a réellement apporté une plus-value à ses utilisateurs en matière d'art de vivre. C'est ce qu'on appelle faire une pierre deux coups. Quatrième atout, le design est également une plus-value économique, en particulier lorsque celui-ci intervient en début de projet. Le design est un formidable outil de développement puisqu'il intègre et optimise le budget des projets, prévient les erreurs imprévues d'utilisation ou de compréhension auprès des usagers, adapte les matériaux services pour rendre les produits les plus durables possibles. Les concepts sont donc plus utiles et plus attractifs. Je peux notamment vous citer Airbnb, qui a brillamment exploité le design dès ses débuts, notamment en termes de design thinking autour de ses expériences usagées. Le design thinking, que vous sachiez, est une méthode de travail dans le design. Devenue un incontournable pour des millions de voyageurs dans le monde, l'entreprise a su repenser les déplacements en vacances chez de nombreuses personnes, concurrençant par ailleurs significativement l'univers hôtelier. Airbnb est passé de 200 $ de chiffre d'affaires par semaine à 4,8 milliards de bénéfices nets en 2023. On peut se dire que ça a du bon et que ces approches portent réellement leurs fruits, tant dans les usages que pour les entreprises. J'ai également à cœur de vous partager le fait que les designers travaillent bien souvent pour le grand public et qu'ils adaptent donc leurs concepts, leurs produits et espaces pour permettre au plus grand nombre de les utiliser. En cinquième atout, et pas des moindres, le design apporte des solutions plus responsables et durables. Selon le domaine, l'impact environnemental d'un concept peut être réduit à plus de 80% en passant par un designer. Pensées et optimisées selon chaque projet et cahier des charges, les solutions apportées abordent un aspect durable systématique. Matières recyclables, optimisation des surfaces, après-vie, durabilité et entretien produit, packaging, etc. Réfléchir au cycle de son produit n'est absolument plus optionnel et doit être pris en compte dès sa conception. On trouve d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus de concepts et produits qui utilisent nos déchets, des déchets, comme matière première. Sur ce sujet, j'aurais tant d'exemples à vous donner que je ne sais pas vraiment par où et par qui commencer. J'aimerais vous parler du studio Samuel Tomatis pour ses déclinaisons produits à base d'algues vertes échouées sur les plages bretonnes. Et puis il y a aussi le travail d'Alexandre Chasseriau pour transformer les déchets plastiques de Madagascar avec une technique d'injection-moulage pour de la production en série, avec les locaux évidemment. Et puis il y a aussi son amie Flora Coel qui transforme les bulletins de vote de Paris et des alentours en mobilier. Vous connaissez aussi sûrement les gobelets en épluchure d'agrumes de chez Pulp Design ou bien la collection No W créée par Revol qui utilise la nouvelle pâte de céramique Ceramiclay. Bref, il y a tant à dire à ce sujet. Si la notion d'esthétique colle fermement à la peau du design, malgré le fait qu'elle ne soit pas l'élément central de cette pratique, elle n'en reste pas moins importante en dernière étape de conception.
car comme le dit notre cher Raymond Lévy, la laideur se vend mal. Ce sera donc le sixième et dernier atout de ce podcast. Bon, avouons-le, nous avons toutes et tous tendance à faire confiance et à utiliser un concept, un produit, un espace ou un service plus facilement si celui-ci reprend des codes esthétiques que nous apprécions, reconnaissons ou bien qui nous attirent. Vous ne trouverez pas beaucoup de personnes qui vous diront qu'elles aiment des voitures très moches mais super confortables. Si on peut avoir les 2 sans dépenser une fortune, c'est tout de même mieux. Et ça tombe bien, car c'est aussi le rôle du designer et la tâche n'est pas facile, car le beau est particulièrement subjectif selon les personnes et les territoires. Le travailler requiert donc une certaine sensibilité, culture et pas mal de psychologique. Si un jour vous voyez une pièce dans un musée ou un catalogue avec une chaise à 3 pieds qui coûte à peu près 10 000 euros, ça sera sûrement pas du design, même si elle est belle. L'image que l'on donne à un service, un espace ou un produit demande souvent beaucoup d'équilibre, en particulier lorsque l'on rentre dans une perspective de less is more. Une phrase bien connue dans notre domaine, citée par Miss van der Rohe, et qui rappelle que le mieux, c'est de faire moins. L'esthétique n'y échappe pas et doit rester intelligente et sensée, sans rentrer dans des formes extravagantes, superflues et inutiles. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode autour de la définition du design et de ses atouts. J'espère que vous aurez apprécié l'écouter et que votre idée sur ce domaine se sera précisée et même, j'ose dire, bonifiée. Alors je compte sur vous pour ne plus dire que votre affiche est design ou croire que design veut dire stylé. Si cet épisode vous semble intéressant à partager à un collègue ou un proche, profitez de cette dernière minute d'écoute pour le faire. N'hésitez pas à vous abonner ou à soutenir la chaîne de Design Matière Essence en me faisant un retour. Ça fait toujours plaisir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. À très vite pour de nouveaux épisodes.